Est-il concevable qu'un homme aussi audacieux et curieux que Léonard de Vinci ne se soit jamais aventuré sur les sentiers mystérieux de l'alchimie, les pratiques qui allaient à l'encontre des dogmes officiels, tels que l'explication de l'âme, même si elles étaient conduites par la raison et avaient pour finalité la connaissance, ont toujours été qualifiées d'hérétiques. On finit par qualifier l'alchimie d'art noir dans le but de la discréditer et de persécuter ses adeptes. Ce domaine était strictement réservé aux membres de l'Église toute-puissante, aux gardiens du bien et du mal, aux bergers, donc aux travailleurs de Dieu. Pour éviter les obstacles, Léonard reniait son statut d'alchimiste et s'affirmait comme un scientifique et naturaliste. Une fois les interrogations apaisées, son chevalet se transformait en table, sa palette en échelle et son canevas en creuset. Il avait de grandes ambitions. En essayant de décortiquer les procédés de Dieu, il cherchait à les comprendre, à atteindre l'âme et la cerner par des mécanismes. Il voulait, en utilisant ces différents mécanismes et en les alliant avec les éléments de l'univers, créer une machine vivante et parfaite. Toute chose a un mécanisme, une manière de fonctionner. Tous les systèmes peuvent être reproduits. Tout ce qui nous manque, c'est une formule pour y parvenir. Léonard de Vinci. À l'époque de la Renaissance, Léonard n'était point satisfait des réponses que lui offrait la religion et était à la recherche de ses propres réponses. Que nous reste-t-il de la vie une fois qu'elle nous abandonne? Dieu n'allait pas lui imposer un mode de vie. Est-ce qu'en respectant la mort, elle lui livrerait ses secrets? Ou peut-être pouvons-nous uniquement percevoir les secrets de la vie une fois proche de la mort? Tout ce que Léonard esquissait suivait une ligne logique et fluide. Tout lui arrivait par la perception, pour être méticuleusement décortiqué dans sa tête, envoyé ensuite à son cœur, pour finalement ressortir par le truchement de ses mains. Sans aucun doute, cet ensemble ainsi constitué, mariant laideur et beauté, vieillesse et jeunesse, féminin et masculin, était transformé et rendu sacré. Avec chaque détail, Léonard pouvait exprimer des idées et décrire des mécanismes complexes, tels ceux d'une machine ou la puissance du saut d'un cheval. Il est coutume de dire que la peinture est le mode de vie de Léonard. En fait, elle est la seule activité qu'il n'abandonna jamais. Il s'essaya à plusieurs disciplines et s'impliqua dans chacune d'elles. Mais en réalité, il vivait et s'extériorisait par son crayon et son pinceau. C'est ainsi qu'il remplissait de réponses le vaste silence d'un canevas dénudé. Et c'est dans ces instants précieux qu'il se retrouvait vraiment. Le croquis d'une jeune femme à l'aspect de sorcière se regardant dans le miroir pouvait aisément être pris et présenté comme une confession de l'alchimiste Léonard. En revanche, si nous y regardons de plus près, nous pouvons distinguer les traits d'un vieil homme à l'intérieur du visage de la jeune femme. Sans être un concours de circonstances, ce vieil homme ressemble étrangement à de Vinci. Cette illustration évoque la notion de l'unité dans la dualité de l'androgynie. Elle révèle l'imperfection profonde et enfouie en chaque être. Léonard possédait ces deux êtres. Ils coexistaient en lui. Sur plus de 5 siècles, et sans doute encore pour longtemps, l'influence de Léonard s'est propagée. Essayons de mesurer à quel point son travail a pu affecter ses contemporains. Que pensait-il de ce génie? Le percevait-il comme un artiste hors du commun, un rebelle ésotérique ou un maître de l'alchimie? Jetons un coup d'œil à l'école d'Athènes, une pièce du maître Raphaël, contemporain de Léonard. Dans cette œuvre, Raphaël attribue à Platon les traits indiscutables de Léonard, le plaçant ainsi au centre de l'œuvre, faisant de lui la figure transcendantale de son époque. Si l'on regarde attentivement cette peinture, on observe un patchwork de personnages historiques de l'époque.
La représentation de Platon sous le visage de Léonard par Raphaël n'est assurément pas une particularité fortuite de cette toile. Premièrement, le doigt pointé en direction du ciel est sans équivoque un geste relié à Jean le Baptiste. Dans toutes ses pièces, Léonard de Vinci utilise et répète ce même geste. D'une certaine façon, cet acte symbolisait sa rébellion secrète face au dogme. Le second détail est beaucoup plus frappant. À son bras gauche, Léonard tient un exemplaire de Timée, le livre de Platon considéré comme la Bible des alchimistes. Dans l'école d'Athènes, Raphaël s'approprie l'esprit de la Renaissance, prouvant ainsi, fait très important, que la pratique par Léonard de cette science secrète qu'est l'alchimie était connue de ses collègues et contemporains.